On reçoit l'invité de la rédaction avec Audrey. Nous allons parler éducation nationale ce matin sur Radio Mont-Blanc. Pas. Voilà, exactement, avec Catherine Walter-Solos, déléguée syndicale FSU, SNUIPP. Avant, on disait SNUIPP, FSU, maintenant c'est l'inverse, en Haute-Savoie. Oui, mais c'est la même chose. C'est la même chose, c'est à cause des élections professionnelles, parce qu'il y a différents moments, et souvent nos collègues nous connaissent comme SNUIPP et ne savent pas qu'après il faut voter FSU. D'accord. Donc voilà, parce que la FSU est un conglomérat de syndicats, enfin une fédération de syndicats. Un petit éclaircissement. Pourquoi nous vous recevons aujourd'hui? Car ce mardi 10 septembre, c'est jour de mobilisation pour les enseignants du premier degré de l'éducation nationale. Votre syndicat, avec la CGT Éducation et Sud Éducation, appelle à la grève pour plusieurs raisons, lesquelles c'est ce qu'on va voir avec vous. La première raison concerne le choc des savoirs. Vous dites, ça va pas. Qu'est-ce que c'est déjà et pourquoi ça cloche? Alors, le choc des savoirs, il y a beaucoup de choses. Déjà, il y a les programmes. Jusqu'à présent, enfin depuis quelques années, on fonctionnait en cycle. Donc, les enfants avaient en théorie le temps d'acquérir les choses à leur rythme, puisque déjà, ils ne sont pas tous nés au même moment dans l'année. Et puis, ils n'ont pas tous les mêmes aspirations, les mêmes compétences. Donc, voilà, ils avaient le temps, c'était moins stressant. Maintenant, il va y avoir des programmes avec des objectifs annuels. Et dans les remarques, on a eu du genre que les enseignants n'attendent pas le dernier moment à la fin du cycle pour classer les attendus. Donc un manque de confiance totale, puisque de toute façon, on les programmait, ces attendus, et on faisait simplement progresser l'enfant à son rythme en fonction de ses possibilités. En mathématiques, par exemple, on va introduire beaucoup plus rapidement les fractions et les décimaux avec la méthode Singapour. En langue aussi, le programme va être plus précis. Et puis, une chose qui fait aussi beaucoup tiquer, il a été question, mais on est un peu embêté maintenant parce qu'avec le désordre politique qu'on connaît actuellement, qu'est-ce qui va être maintenu, qu'est-ce qui va être abrogé, on ne sait pas. Donc, il y avait le problème des manuels labellisés obligatoires en français et en maths dans le premier degré. Dès 2024, normalement, il y avait l'achat de manuels en maths, en lecture, en CP, CE1 qui était aidé au financement par l'État. Il y avait aussi, on gardait une liberté pédagogique, mais l'État n'aidait plus quand on voulait acheter d'autres manuels que ceux-là. Donc, on pouvait penser que les communes, qui sont donc les entités qui achètent, se disent écoutez, vous êtes gonflés, on préférerait que vous achetiez ça alors que l'État participe plutôt que ça où je serais seule à payer. Et donc, ce problème des manuels, ça a été très précipité. Donc, les éditeurs n'avaient pas le temps. La concertation, on n'en parle même pas. Et en plus, ça s'assoit totalement sur une conférence de consensus, enfin, sur plein d'études qui ont montré en 2016, par exemple dans le cadre de la lecture, que ce n'était pas le manuel qui faisait la différence pour l'acquisition de la lecture chez les enfants, c'était le professeur. D'accord. J'ai envie de vous dire, si tous les élèves sont traités de la même manière, ont les mêmes manuels, pourquoi c'est une mauvaise chose finalement? C'est-à-dire qu'ils sont tous sur le pied d'égalité. Alors, on pourrait, effectivement, on pourrait. Mais là, on est dans l'humain. Donc, c'est comme pour l'éducation des enfants. On n'a pas tous, en sortant de la maternité, le manuel. Effectivement, il y a des grandes lignes. On est tous d'accord, il y a un consensus général. Un enfant va mieux apprendre dans un climat de confiance que dans un climat de terreur. On est bien d'accord. Mais l'enseignement, c'est quand même un métier d'adaptation à chaque instant. On s'adapte à l'enfant, on s'adapte au groupe, parce que la dynamique de groupe, ça change complètement les choses d'une année sur l'autre. Et donc, il ne s'agit pas simplement de faire premièrement, deuxièmement, troisièmement. D'ailleurs, on s'est aperçu, il y a eu certaines études sur les classes dédoublées. Donc, les classes dédoublées, c'était alors, une bonne idée si on veut, parce qu'on peut utiliser les moyens humains différemment, parce que pour chanter, pour faire du sport, pour aller en EPS, etc., on n'a peut-être pas besoin d'être 12. Donc, nous, on préférait le dispositif plus de maîtres que de classes qui permettait une souplesse. Ça demandait aussi de la confiance dans les équipes. Et donc avoir quand même moins d'élèves, on peut se dire qu'effectivement, c'est beaucoup mieux, mais ça a été aussi très, très drivé. Et du coup, il y a moins de liberté et ça a été un petit peu moins avantageux qu'on aurait pu imaginer. Donc, effectivement, c'est une fausse bonne idée.
C'est une fausse bonne idée. Il faut faire confiance aux enseignants. Les enseignants ce sont des concepteurs, ce ne sont pas juste des gens qui appliquent. Et c'est ça qui fait l'intérêt du métier. C'est ça qui permet aussi la réussite de nos élèves. Vous avez parlé de la méthode Singapour. Qu'est-ce que c'est ? Alors la méthode Singapour, c'est une méthode de maths qui est intéressante. Moi, je l'ai regardée. Donc, une méthode de maths qui apparemment fonctionne bien dans son lieu d'origine. Mais maintenant, c'est comme toute méthode. Enfin, je veux dire, moi, j'ai jamais adopté une méthode et fait que cette méthode de A. Stricto sensu, vous avez apporté. Voilà. Et puis, c'est une sorte d'engouement. Et en plus, elle n'invente rien. Il y a beaucoup de manipulations, des choses comme ça. Mais on fait ça comme si tout d'un coup, on nous sortait du chapeau un truc magique. Mais il y a plein de personnes qui font de la méthode de Singapour sans le savoir, ou en tout cas partiellement. Donc la méthode de Singapour, elle ne résoudra pas tout. Elle ne résoudra pas les sureffectifs, elle ne résoudra pas le manque de personnel dans les RASED, elle ne résoudra pas le manque d'AESH, elle ne résoudra pas le fait que certains enfants arrivent en classe en n'ayant pas pu déjeuner le matin. On sait qu'il y a aussi des enfants, alors en Haute-Savoie, c'est peut-être moins le cas qu'ailleurs, mais il y a des enfants aussi qui dorment à l'extérieur. Enfin bon, il y a des tas de choses avant d'aller brandir la méthode de Singapour. Et puis, on a des tas de collègues qui font des choses tout à fait aussi intéressantes. Donc, le choc des savoirs, c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a un appel à la grève aujourd'hui pour les enseignants du premier degré. Ce choc des savoirs comporte aussi des évaluations pour tous, là, dès le début de l'année. C'est-à-dire que même les élèves de CP vont être évalués. Alors, les élèves de CP étaient déjà évalués. La nouveauté, c'est plutôt que maintenant, on va évaluer tout le monde entre le CP et le CM2. Là aussi, pourquoi c'est une mauvaise chose ? Alors, pourquoi c'est une mauvaise chose ? Déjà, on évalue qu'en maths et en français. Donc, il y a des enfants que ça stresse énormément. C'est des évaluations qui sont les mêmes partout, quel que soit le contexte. Donc, il y a des choses, on sait très bien dans certains contextes que de toute façon, si on évalue trop haut, c'est pas la peine. On verra pas là où ça commence à coincer, puisque jusqu'à maintenant, tous les enseignants concoctent leurs propres évaluations. Alors, ils peuvent en prendre ailleurs, ils peuvent se concerter en équipe, mais on évaluait tous nos élèves et surtout, on attend, parce qu'on a vu que la grande différence, donc on a une école qui entretient les inégalités, et on a vu que la grande différence entre les enfants, il y avait l'effet vacances entre les enfants qui viennent de milieux favorisés, on va dire plus favorisés culturellement, où on connaît les codes de l'école, parce qu'il y a des choses pour qui... même les enseignants, on pense que c'est implicite et que forcément c'est évident, alors que pour certains enfants issus de certains milieux, ça n'a rien d'évident, alors que si on s'y prenait différemment, ils comprendraient ce qu'on attend d'eux et ils seraient en réussite. Et dans les différents tests qu'on a fait à d'autres occasions, on s'est aperçu qu'il y avait un effet vacances qui était terrible. Et l'effet vacances, après les vacances d'été, après 2 mois, vous avez des familles où on a fait 4 cahiers de vacances, justement, et puis d'autres où on a fait des choses tout aussi enrichissantes, d'autres où l'enfant n'avait pas de mode de garde et restait livré aux écrans. Donc, il faut un petit moment quand même pour se remettre un petit peu dans le bain de l'école. Moi, la dernière fois que j'ai fait passer des évaluations CP, par exemple, il y avait fait la somme de 3 et 4. La somme, il y avait des élèves qui nous regardaient avec des grands yeux, et la somme... La moitié ne savait pas ce que c'était. On leur aurait parlé d'addition, on leur aurait dit tu fais 3 plus 4, ils auraient su faire. Donc quand on voit que l'enfant a raté, donc on sait qu'il n'a pas compris la somme, mais on ne sait pas qu'il ne sait pas ajouter 4 et 3. Donc voilà. C'est pas adapté. Catherine Walter-Solos, déléguée syndicale FSUS Nuit PP, pour parler de cette journée de grève dans l'éducation nationale. On fait une petite pause et puis on revient juste après. La suite de votre entretien avec Audrey Bourdier ce matin. Et avec Catherine Walter-Solos, déléguée syndicale FSUS Nuit PP en Haute-Savoie. On parle de cette journée de mobilisation dans le premier degré, journée de grève aujourd'hui pour dénoncer plusieurs choses, notamment le choc des savoirs. On en a parlé avant la pause. Également, toujours... j'ai envie de dire, cette ligne rouge, ce fil rouge au gré des rentrées, le manque de moyens humains, le manque de moyens matériels. Alors, le manque de moyens humains, cette année, on a 75 élèves de plus à la rentrée qu'on en avait à la rentrée précédente, mais 371 de moins
que nous annonçaient les prévisions de juin. Et malgré tout, on est déjà en tension, puisque la plupart des titulaires remplaçants ont été nommés sur des postes ou des parties de postes à l'année, donc ne seront plus disponibles pour des remplacements. C'est-à-dire des gens qui sont là uniquement pour faire des remplacements, qui normalement sont un peu mobilisés un peu plus tard, par exemple pendant l'hiver, quand il y a des maladies, etc. Ils sont déjà en poste. Voilà, ils sont déjà en poste, ils sont déjà coincés, donc ça pose des problèmes. Après, sous couvert de sécurité, ce qu'on peut comprendre, il arrive aussi que quand un remplaçant est installé sur un remplacement long et que tout d'un coup une petite école, mettons à 2 classes, voire classe unique, on n'en a plus tant, se retrouve sans enseignant, on ne peut pas laisser un enseignant avec 60 élèves, même 50, donc du coup on va déplacer quelqu'un qui est déjà en poste pour qu'il aille assurer dans cette petite école, pour des raisons de sécurité. Donc on arrive vraiment... le manque de remplacement, de remplaçants, le manque de moyens humains est très délétère pour la qualité du service. Bien sûr, et en plus un concours de professeurs des écoles qui ne fait toujours pas le plein. Alors, le concours de professeurs des écoles ne fait toujours pas le plein. Les appels, même pour recruter des contractuels, alors en tant que syndicat, on préfère nettement avoir des personnes qui sont recrutées par le concours et qui, on peut espérer, sont formées, plutôt que des contractuels qui sont d'origine très diverses et qui sont formés, qui sont peu formés. En tout cas, même s'ils ils sont recrutés quand même sur diplôme, sur les matières, etc., mais ils n'ont pas de formation sur la classe. Et on n'est pas que des exécutants, on est des concepteurs, donc c'est quand même quelque chose de complexe. Et effectivement, donc manque d'attractivité du métier. Alors, on a eu il y a eu des choses, il y a eu beaucoup d'effets d'annonce sur des choses qui sont plutôt des primes, donc c'est ponctuel, ça ne compte pas dans la retraite, par exemple. Mais malgré tout, gros déficit, et encore en Haute-Savoie. En Haute-Savoie, ça va. Si on parle de Versailles, si on parle de Créteil, c'est juste l'horreur. Mais il nous manque énormément de personnes. Et dans les personnels, il n'y a pas seulement les enseignants, il y a aussi les AESH, donc les personnes qui aident les enfants en situation de handicap à pouvoir être présents en classe. Il y a aussi, donc les enseignants sont mis prioritairement face aux élèves. Donc on a dégarni ce qu'on appelait les RASED, les réseaux d'aide à la... Oh, je bute sur les réseaux d'aide justement pour donner plus voilà, pour les enfants. Donc il y avait des maîtres E qui étaient là surtout pour les problèmes par rapport à la compréhension, enfin, aux apprentissages. Il y avait les maîtres G qui ont carrément disparu. Il y en a peut-être encore un qui se cache dans une vallée profonde qui était spécialisé pour les problèmes de comportement. Il y avait les psychologues scolaires. Les psychologues scolaires, on en a de moins en moins parce que ils n'ont pas d'appétence à reprendre ce genre de travail, car ils ont des zones de plus en plus grandes. Nous, on milite pour qu'un psychologue scolaire soit responsable, couvre une zone avec 800 élèves. Et là, on a triplé, voire quadruplé, triplé en tout cas, le nombre d'élèves. Ils sont mal rémunérés sur leurs déplacements. On les appelle sans cesse pour des tests ou des choses comme ça. En fait, ils ont la sensation de ne pas pouvoir faire leur travail correctement. Donc la qualité empêchée, c'est un risque psychosocial. Et nos psychologues scolaires ne vont pas bien. Nos AESH, c'est un statut particulier. AESH, c'est un mi-temps. C'est un temps partiel imposé, puisqu'elles ne peuvent pas être là plus que les élèves. Alors, elles font 24 à 30 heures. Ça dépend si elles ont des heures d'accompagnement au collège. Et puis, elles peuvent avoir des rôles comme référentes, etc. Mais il y en a très peu. Et donc, les AESH, c'est quand même un métier difficile parce qu'elles sont maintenant confrontées essentiellement à des enfants avec des problèmes de comportement et avec des enfants on est tous dans la profession, en tout cas syndicalement, on est tous persuadés que l'école inclusive est une belle, grande idée généreuse. Et on pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut que l'État puisse assurer. Mais on veut des moyens pour ça. Donc il faut avoir des personnes formées, il faut avoir un nombre d'élèves peut-être aussi à envisager en fonction de l'accompagnement. Moi, il m'est arrivé il y a 2 ans, j'avais 4 enfants accompagnés de 4 AESH dans ma classe. Donc c'était déjà très bien d'avoir des AESH qui correspondaient aux enfants, parce que quand on les a pas, on est encore plus mal.
Mais c'est compliqué parce que la façon de fonctionner, c'est pas je suis l'instit, j'ai une AESH qui est dédiée à tel enfant et puis elle se débrouille avec. C'est nous quand même et c'est normal puisqu'on est formé, on est beaucoup mieux payé qu'une AESH. C'est nous qui décidons donc des activités à faire. Donc quand on s'aperçoit que ce qu'on a prévu finalement se passe pas bien, donc on a le groupe, on a les autres enfants, enfin les enfants accompagnés, on vérifie que ça a l'air de bien se passer pour éventuellement proposer autre chose. Donc c'est épuisant. Et puis on est 5 adultes, plus moi, cette heure maternelle, plus la TSEM, qui éventuellement parle là-dedans. Donc c'est compliqué, mais enfin, j'étais ravie d'avoir des ATSEM, des AESH, pardon. Et les AESH, chaque année, eh bien, on en perd plein pendant l'été, parce que ce temps partiel imposé, ça veut dire aussi une paye partielle, donc moins que le SMIC. Et quand elles peuvent, elles sont souvent très investies dans leur travail, mais c'est compliqué parce que un enfant avec un trouble du spectre autistique, c'est une chose, mais on peut avoir un enfant, enfin, ils sont très différents les uns des autres. Le TSA, c'est pas quelque chose de calibré comme ça. On peut tout avoir, de l'enfant qui veut pas qu'on le touche, de l'enfant qui a des espèces qui est obnubilé pour faire ton sans arrêt la même. En tout cas, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il faut des moyens adaptés à l'individualité des enfants. Catherine Walter de Solos, on a l'impression que toutes les rentrées se ressemblent pour vous, c'est-à-dire qu'à chaque rentrée, justement, les enseignants réclament de plus en plus de moyens. Pourtant, on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Alors, on réclame pas de plus en plus de moyens, on réclame des moyens et on en a de moins en moins parce qu'on a la chance d'être un département qui ferme pas tellement de classes. On a encore pas mal d'élèves, mais on n'arrive pas à recruter suffisamment. Donc, on est toujours là. Par exemple, le seuil d'ouverture de classe, c'était 27 élèves par classe, c'est quand même encore beaucoup. Et puis, c'est théorique, je veux dire, c'est une moyenne sur l'école. On a de la peine, par exemple, à respecter les 24 élèves maximum en grande section, CP, CE1, etc. Et donc, c'est pas qu'on veut toujours plus de moyens, on veut au moins maintenir notre qualité. Alors, si on peut avoir plus de moyens, bien sûr, mais il faut bien comprendre que depuis qu'on a aussi cette fameuse loi sur l'école inclusive, ça complique quand même un petit peu les choses. Donc, il faut l'école inclusive soit, mais avec des moyens. Avec des moyens, voilà. Donc on ne veut pas plus de moyens, on veut les moyens qui correspondent aux missions qu'on nous demande d'assumer. Tout simplement. Catherine Walter Solos, déléguée syndicale FSU NUPP en Haute-Savoie pour parler de cette journée de mobilisation chez les professeurs des écoles, les enseignants du premier degré. Merci beaucoup d'être venu ce matin à Radio Mont-Blanc. Nous, plutôt que le choc des savoirs, on aimerait avoir le choc des moyens. C'est noté, on restera sur cette phrase-là. Merci à vous, je vous souhaite une bonne journée.